Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Absalom. Voilà, je suis toujours avec Chacha, mon fidèle compère bien sûr, avec qui on a commencé déjà l'exploration du livre L'espace proche, dans lequel on vous a parlé dans une première partie du Vescarium. C'était déjà un gros morceau, hein, mine de rien. Et aujourd'hui, on est là pour continuer cette exploration de ce livre de lore assez complet. Salut à tous et toutes. Ok, ah oui, ouais, brutal quoi. Tu ne développes pas sur cette intro, très bien. Ah, tu veux que je Non, développe? Pardon. Oui, l'espace proche, même si vous êtes en train de passer à la V2, même si vous êtes en train de vous poser la question d'est-ce que vous voulez passer à la V2, ou même si vous n'avez jamais joué à Starfinder 1, vous avez sur ce bouquin, effectivement, des milliers de planètes. Alors, pas des milliers, peut-être quand même, on en a une bonne trentaine si on met le Vescarium plus. ouais, si on met tout bout à bout, ouais, Ça on en fait a quasiment une beaucoup de trentaine. Ouais. planètes avec beaucoup d'idées et beaucoup de choses. On va en développer quelques-unes et on en laissera d'autres à votre découverte et à votre lecture. Voilà. Sachez également que à l'heure où nous parlons, les derniers manuels de Starfinder sont toujours en prix réduit sur Black Book Edition. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont rester éternellement et qu'ils seront réimprimés. Donc il risque d'être à terme épuisé, en tout cas en version physique. Tout à fait. On en profite aussi pour envoyer tout notre soutien à Black Book Edition. Donc l'éditeur français qui édite notamment et traduit Starfinder et Pathfinder. Qui vivent des moments un peu difficiles, notamment financièrement. Et donc voilà, on vous rassure pour tout ce qui est précommande et ce genre de choses. A priori, il n'y aura pas de souci, ils vont honorer tous les Kickstarter qui ont été faits jusque-là et toutes les précommandes qui sont en cours. Mais voilà, donc on leur souhaite d'aller bien et que tout s'arrange et que surtout que l'édition de vos manuels de jeux de rôle préférés puisse continuer et bien évidemment à l'édition de Starfinder et de Pathfinder. Évidemment. On va pouvoir commencer. Alors, du coup, comment tu veux qu'on prenne ça? Est-ce que tu as peut-être une première planète, un premier système dont tu as envie de parler? Parce que, en fait, on nous présente aussi à des endroits des systèmes plus que des planètes en elles-mêmes. Ouais, revenir un peu sur ce que c'est que l'espace proche, puisqu'on avait parlé largement du Vescarium et on l'avait mis en parallèle avec les mondes du pacte. Là, dire bien qu'en fait, toutes les planètes qu'on vous propose au-delà du Vescarium sont des planètes qui sont dans des systèmes, ou même des systèmes d'ailleurs, qui sont assez éloignés du Vescarium, assez éloignés des mondes du pacte, et qui sont accessibles par l'intermédiaire du voyage Drift et des balises Drift. Donc c'est... Tout à fait. en fait, on peut les positionner un peu où l'on veut. Évidemment, si vous êtes détenteur du Galaxy Guide, du guide de la galaxie qui va sortir en version française, vous aurez une carte qui fonctionne par réseau de certains de ces, enfin, même de ces différents mondes. Et par ailleurs, insister également, on essaiera de faire une entrée vers ce Galaxy Guide, puisque certains des mondes que nous allons développer là aujourd'hui ont été traités dans le Galaxy Guide qui sort en Bah, 2026, courant 2026, en français. même pour tout vous dire, la sélection, parce que du coup on va essayer de vous présenter plutôt une genre de sélection globalement des mondes qu'on a trouvé intéressants et des choses qu'on a envie de développer. On va pas tout expliquer parce qu'il y a 20 planètes systèmes présentées sur l'espace proche, donc autant vous dire que sinon ça sera un épisode particulièrement retors. Mais notre choix c'est aussi orienté sur quelle planète va avoir de l'importance dans le lore de Starfinder 2. Donc ce qu'on vous présente là, ça va aussi permettre de pouvoir comprendre des enjeux de lore qui sont présentés déjà dans les premiers bouquins de Starfinder 2, quoi. Voilà. Et bien justement, parlons de lore qui va avoir un lien avec Starfinder 2. Si on commençait par peut-être le premier système présenté dans l'espace proche, l'autorité de Gideon. Ah, on commence direct avec l'autorité de Gideon. Je te propose, après si tu as quelque chose pour te mettre en jambe plus tranquillement, je prenais ça parce que c'était le Toi, premier tu des commences bouquins par aussi. l'autorité de Gideon, mais pas par la République de Marixa. Je vois où sont tes obédiences politiques, dis donc.
Ah. Alors non, 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 c'est vraiment juste parce que c'était le premier du bouquin, j'avoue. Ah, ok. Alors, l'autorité de Guidéron, c'est effectivement le premier monde qui est présenté. Il va venir, vous allez le voir, avec un deuxième monde. Et sur le manuel, il est écrit, juste en dessous, dans sa petite fiche qu'il identifie, que c'est un régime expansionniste hobgoblin. Donc, si vous avez aimé les hobgoblins dans Pathfinder, eh bien, vous les retrouvez ici dans Starfinder, avec les mêmes tropes, c'est-à-dire un Oui. système qui est tout à fait militarisé, et la position de chacun et de chacune dépend de son positionnement dans la hiérarchie sociale, qui est une hiérarchie extrêmement militaire. La devise de Guidéron Prime est assez simple, elle résume assez bien ce mode de pensée. On parle de coopération, mais on nous dit que cette coopération, c'est la discipline et l'union qui font la force. Donc, ces hobgoblins, en fait, ne viennent pas directement de Guidéron Prime, qui est au centre d'un système solaire qui s'appelle l'autorité de Guidéron, mais ils viennent des mondes du pacte. Et la plupart des résidents des planètes qui sont investis dans ce système viennent de différents endroits, des mondes du pacte et de l'espace proche, mais l'espèce qui domine tout ça, c'est bien l'espèce hobgoblin, qui s'est installée d'abord sur Guidéron Prime, puisque c'est une planète qui répond aux critères d'habitabilité, alors que les autres planètes du système sont plutôt des masses rocheuses qui vont servir pour l'extraction minière, ou une géante gazeuse qui s'appelle Arazu, et qui accueille un spatioport, alors que l'autre géante gazeuse... non, pardon. C'est une lune, Arazu. Et que l'autre lune de Gideon Prime accueille, elle, des chantiers navals. Voilà donc pour le positionnement. On a quelques autres espèces un peu importantes. Les Onikanabo et les Ja-Noise ou les Ja-Nois qui se trouvent dans le Xenoar Archive. Les Janois, eux, ils sont plutôt philosophes. Ils vont pas trop s'investir dans la politique qui est menée par l'autorité de Guidéron. Et en dehors de ces grandes espèces, l'autorité de Guidéron est très très méticuleuse sur l'immigration et contrôle un peu toutes les personnes qui viennent, puisque c'est une société qui est très renfermée sur elle-même. À la fois expansionniste et à la fois voilà, très patriote et renfermée sur elle-même et tout ça. Si ça vous rappelle des choses, c'est normal. Eh bien justement, parlons-en de son expansionnisme, parce que effectivement c'est un mélange d'expansionnisme et de renfermement sur soi-même, mais l'idée c'est qu'en sortant du système de Guidéron, l'autorité de Guidéron a des intérêts sur d'autres systèmes spatiaux, et c'est là qu'il va entrer en conflit avec un autre système voisin, qui sont donc les républiques de Marixa. Et le problème, c'est que dans le système de Marixa, qui est gouverné par la République de Marixa, et dans lequel on en parlera un peu plus tard quand on arrivera dessus, on a un certain nombre de planètes qui ont des ruines hobgoblins qui datent d'avant la faille. Donc comme on n'a aucune archive, le fait qu'il y ait des ruines hobgoblins sur les planètes de Marixa laisse entendre que les gens qui ont colonisé le système de Marixa et la République de Marixa seraient issus d'une société hobgoblin, et ça permet à l'autorité de Guidéron d'estimer qu'elle a un droit sur ces planètes-là. C'est ça. Et évidemment, ça va créer des problèmes, d'autant plus que, vous l'entendez dans le nom, il y a un côté où on parle de république, et l'autre côté où on parle d'une autorité. Donc, vont aussi s'opposer des systèmes politiques très différentes et des manières de gérer les choses très très différentes, ce qui fait que ça va être deux populations qui vont pas trop s'entendre. Exactement. Justement, est-ce qu'on n'en profite pas pour présenter la République de Marixa dans la foulée? Ouais, allons-y rapidement. On ne fait pas de... On ne s'intéresse pas sur certains des lieux de Guidéron Prime. Si tu veux, si t'en as un que tu veux évoquer particulièrement, je sais qu'ils mettent pas mal en avant l'arène, qui est une espèce de grosse arène de gladiateurs, hein, globalement. Moi, je voulais justement en parler.
Ah bah vas-y. Oui, en fait, j'en parle pour quand même rappeler une chose. Si vous avez une société Hobgoblin dans Pathfinder, vous allez partir du principe en général que cette société Hobgoblin, euh, pour peu qu'elle soit impérialiste ou expansionniste, elle est relativement isolée Ouais. sur elle-même. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a dit sur le contrôle de l'immigration, etc. Mais en fait, dans Starfinder, revient assez régulièrement la présence de personnes qui circulent dans ces galaxies et que l'on appelle des touristes. Et ça veut dire, et il faut toujours le penser quand vous êtes MJ, même avec des systèmes militaro-industriels ou expansionnistes ou autres, il y a toujours une dimension du fait que tous ces mondes-là sont connectés les uns les autres, ne serait-ce que par les balises drift, Oui. ne serait-ce que par l'infosphère, et ne serait-ce que parce que ça circule beaucoup plus que sur Pathfinder et sur le monde de Galarion. Et donc, notamment, cette arène-là, on pourrait la lire elle s'appelle l'arène de Koboden. C'est une arène, pensez à votre truc classique, on met des gens dans une arène, ils doivent combattre des créatures ou se combattre entre eux, il y a des immenses tournois, ça plaît à la population, comme on est dans un régime militariste, bon bah c'est classique. Seulement, le truc, c'est que pour maintenir une face relativement correcte dans ses relations avec d'autres systèmes, et notamment les systèmes des mondes du pacte, qui ont supprimé l'esclavage par exemple, ou avec le Vescarium, il faut que l'autorité de Guideron puisse légitimer ses revendications face à Marixa et montrer en gros une face Oui. qui soit relativement admirable. Or, des rumeurs traînent sur l'infosphère selon lesquelles les gladiateurs qui se battent à l'intérieur de l'arène de Koboden seraient en réalité des prisonniers politiques. Alors même que l'autorité de Guideron se targue d'avoir aboli l'esclavage. Vous avez donc là un jeu autour de qu'est-ce qui est dit officiellement et qu'est-ce qui se fait officieusement. Et ça, c'est assez intéressant à jouer avec un système et un trope que l'on retrouve et qui est calqué en fait dans un monde de fantasy. Donc c'était juste pour dire qu'il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier également que cette autorité de Guideron s'appuie sur des chercheurs et des scientifiques qui sont organisés dans des universités. Il y a donc aussi des rencontres entre différents chercheurs et différents universitaires. Donc vous avez tout un tas de raisons qui pourraient impliquer que vos personnages puissent se retrouver sur place. Oui, et tu fais bien Voilà. tu t'as parlé du tourisme, ça va revenir plusieurs fois dans les planètes qu'on va présenter ce matin. Oui, parce qu'on enregistre le matin. Il s'avère que Starfinder est aussi capitaliste. La société autour de Starfinder est plutôt capitaliste, et donc en fait régulièrement on va retrouver des zones qui vont être exploitées par des corporations où l'argent va et vient, où ça circule, où il y a des paris, des choses comme ça. Et donc il y a une économie aussi autour de ça qui se montre régulièrement, notamment sur ces mondes qui sont assez éloignés. Donc gardez ça en tête, et ça peut toujours vous faire des ressorts scénaristiques intéressants de justement rencontrer des touristes ou de pouvoir créer des situations comme ça où tout le monde se réunit, et en fait vous n'êtes pas que sur une zone qu'avec des hobgoblins, quoi. Du coup, on parle de la République de Marixa ? Tant qu'on y est, ouais, vu que les deux régimes sont en lien, parlons-en. Alors, avant d'aller directement sur la République de Marixa, je me dis qu'on peut la présenter à travers les médias de l'autorité de Gideron. Comme ça, ce sera assez intéressant et ça peut-être que ça vous fera penser à des choses de notre monde contemporain. Donc, la République de Marixa, vous avez dû comprendre, c'est le système qui se trouve le plus proche de l'autorité de Gideron. Et il est présenté sur toutes les chaînes d'information, l'infosphère de Gideron, comme en fait une république qui est mal contrôlée parce qu'on a une société qui est multiculturelle, que c'est une société qui a trop de liberté. Et société multiculturelle avec trop de liberté, eh bien ça crée une société qui est complètement anarchique, qui est déstabilisatrice. Pour preuve, un certain nombre de personnes qui sont mal contrôlées par la République de Marixa et que l'autorité de Gideron appelle des pirates, viennent régulièrement attaquer les vaisseaux de l'autorité de Gideron dans des espaces qui sont en fait des espaces informels, c'est-à-dire des systèmes qui sont en cours d'exploration ou des systèmes qui sont sur lesquels l'une comme l'autre des entités a des volontés expansionnistes et revendicatrices. Donc c'est par l'intermédiaire de ça
que l'autorité de Gideron défend le fait d'être dans une société dictatoriale, militariste, et dans laquelle une police secrète contrôle et surveille les esprits, police secrète qui s'appelle le troisième œil de Gideron et qui est caché dans un temple qui s'appelle la pagode des esprits. Du coup, allons regarder du côté de la République de Marixa, voir si c'est l'exact opposé de notre système de l'autorité de Gideron. Tu veux le présenter ? Bah écoute, je peux amorcer les choses et puis tu viendras compléter Ouais. mes dires. Donc dans l'idée déjà, on est à un système très semblable au système de Golarion qui existait. Donc avec notamment une planète qui s'appelle Kismata, qui est une planète justement avec des continents, de l'eau, etc. Quelque chose d'assez classique, on va dire, dans lequel les peuples se sont rassemblés pour former justement la République de Kismata. Dans le système, il y a également deux autres planètes. République de Marixa, tu veux dire. Oui, j'ai dit quoi, pardon? C'est-à-dire République de Kismata. Marixa. Marixa, c'est une planète. Pardon, de la Marixa, planète oui, voisine, c'est Kismata. Elles se sont alliées et ça fait la République de Marixa. Ouais, c'est ça, pardon. Et donc derrière, effectivement, on trouve donc deux autres systèmes stellaires. Dans ce système stellaire, pardon, il y a deux autres planètes habitables, mais qui sont des voilà, il y a des mondes rocailleux et il y a également des planètes gazeuses qui sont pas très habitables. Mais déjà, on trouve une similarité à ce niveau-là, puisque les deux mondes, les deux systèmes ont des planètes qu'ils peuvent exploiter pour des ressources, des minerais, des choses comme ça, et des planètes gazeuses qu'ils peuvent aussi exploiter, soit pour justement de la richesse vis-à-vis de ces gaz-là, ou pour peut-être faire des usines de production, des choses comme ça. Deuxième chose qui peut nous faire penser à l'autorité de Gideron, c'est que les habitants de cette planète de Marixa sont également des colons qui sont arrivés il y a longtemps et qui sont constitués majoritairement d'humains, de demi-elfes, de demi-orques et de hobgoblins. Oui. Donc on retrouve des espèces qui viendraient de Golarion qui a disparu. Oui, ce que j'allais dire, hein, c'est déjà très Golarion aussi, effectivement, on retrouve vraiment les espèces de Pathfinder aussi. Et c'est assez rigolo. Ça ressemblait, ils étaient contents parce que ça ressemblait à une planète comme celle de Golarion, sauf que sur cette planète-là, le fait qu'ils se soient installés et qu'ils aient développé tout un système d'agriculture, ça produit un effet négatif, c'est que contrairement à Golarion, quoique doit y en avoir à certains endroits de Golarion, ça a créé des insectes beaucoup plus gros qui sont un vrai problème pour l'agriculture sur la planète. Effectivement. Et donc derrière, et si on parlait un petit peu plus de cette république, justement? Ouais. Alors, c'est une république qui donc est, comme vous l'avez compris, est focalisée sur deux planètes principales, Kismata et Marixa, et elle a intégré progressivement les différents mondes qu'elle a colonisés, notamment ces 8 mondes. Elle s'est étendue sur 8 systèmes différents en emportant avec elle à chaque fois des colons pour installer des... Alors, il faut imaginer que sur ces 8 systèmes qu'elle a colonisés, c'est des toutes petites colonies qui ont été créées. Et tout ça s'organise tous les 6 ans avec des élections pour un parlement qui est constitué de 257 représentants. Si vous comparez avec notre Assemblée nationale de 577 députés, ça fait finalement assez peu de monde. Donc, pour pouvoir élire ces représentants, il va falloir des partis politiques. Donc, il y a quand même une organisation à la base qui est assez structurée pour permettre à tous ces gens de pouvoir avoir des représentations. Et surtout, le nœud central de cette représentation politique, c'est à un endroit particulier, c'est la capitale qui est Rajadan, et qui se trouve donc sur la planète Marixa. Donc, même si la République s'est largement développée, tout se joue dans un lieu central. Le manuel nous donne assez peu de données sur comment est-ce qu'on gouverne à l'extérieur. En revanche, ce que l'on vous dit toujours là-dessus, et c'est peut-être la limite par rapport à l'autorité de Gideron. L'autorité de Gideron, on a compris qu'ils avaient
ils étaient xénophobes et qu'ils étaient militaristes, mais la République de Marixa, elle tire de son développement, de sa colonisation de 8 autres mondes, du fait d'être issue d'anciennes peuplades qui viennent d'une planète qui a disparu et qui est donc multiculturelle, elle en tire une certaine fierté, une certaine estime. Et lorsque vous faites jouer la planète, enfin la République de Marixa, il faut faire ressortir ce sentiment de fierté puisque elle se considère comme l'égale du Vescarium et l'égale des mondes du pacte. Donc plutôt aller chercher du côté des exemples style République de Venise au Moyen-Âge et à l'époque moderne ou République de Gênes. Ce sont des gens qui sont assez fiers de leur système politique et de leur fonctionnement interne. C'est pas tout à fait tout blanc, quoi. Ouais, tout à fait. Et même là-dessus, et là c'est ma hot take, mais je le perçois un peu parce que, bon, on rappelle, donc Starfinder est un jeu américain fait par Paizo, et j'y vois un peu, tu sais, le rapport qu'ont les Américains avec l'Europe. Ouais, exactement. Où effectivement l'Europe est vachement multiculturelle, basée sur la République et tout, machin. Et essaie de tenir face et de se revendiquer comme étant aussi imposante et forte, et où sur certains éléments elle ne l'est pas forcément, Ouais, ils sont quand mais même par son vachement système plus et sa forts que l'Europe, richesse. hein. Voilà. Et du coup, on retrouve un peu ce rapport-là. Et où, du coup, je trouve ça assez rigolo. Enfin, je peux pas m'empêcher d'y voir une analogie là-dessus, quoi. Alors, moi j'avais quelques exemples pour vous montrer que c'est qu'il y a quelques tensions à l'intérieur de cette république. Mon premier exemple, c'est prendre sur Rajadan, le hall de l'Assemblée, puisqu'en fait, on va avoir à l'intérieur de cet immense hall, donc l'Assemblée nationale de la République de Marixa. Oui. Donc l'architecture de ce bâtiment réaffirme la société multiculturelle, puisqu'on est allé chercher des styles architecturaux de différentes cultures. Et en même temps, à l'intérieur des couloirs, il y a des tas de gens qui sont là, qui sont presque plus nombreux que les représentants, qui sont au nombre de 257, et qui font office de lobbying. Donc il y a des groupes de pression en permanence dans les couloirs de cette Assemblée nationale. Et quand on sort de cette Assemblée, donc du hall de l'Assemblée, on arrive sur une grande ville, et quand on poursuit vers le parc Quai du Tan, on a autour de ce grand parc espace vert au centre de la capitale de Rajadan un quartier qui forme un U et qui est le quartier des ambassades. Et ce quartier des ambassades, c'est pas simplement un quartier qui vient accueillir des ambassadeurs pour négocier avec la République de Marixa, mais c'est aussi un lieu d'émulation, puisque chaque ambassade se construit pour montrer que la planète ou le système politique qui veut faire venir ses représentants est meilleur que les autres. Il y a une course au bâtiment le plus chaloupé, au bâtiment le plus haut, au bâtiment qui a la prouesse la plus technologique, puisqu'on a des espèces qui sont des espèces aquatiques et qui ont mis leur bâtiment dans des bulles d'eau. Donc il y a cette espèce d'émulation et un peu compétition qui se trouve dans ce quartier. Et le point est donné quand même à l'autorité de Guideron, qui possédait une ambassade et qui, comme ces dernières années, les escarmouches se sont faites avec la République de Marixa, a décidé de quitter et de retirer son ambassade. Et il ne l'a pas fait simplement en fermant boutique, il l'a fait en faisant exploser son bâtiment. Donc à l'endroit où il y avait le bâtiment de l'autorité de Guideron dans ce quartier des ambassades, il y a désormais des ruines fumantes de ce bâtiment qui a explosé. Pour vous donner un petit peu l'idée, l'état d'esprit qui règne dans cette capitale, qui est au centre d'une immense république, qui, moi, me rappelle donc à la fois les États-Unis et me rappelle un peu le dysfonctionnement de la République romaine pour celles et ceux qui s'intéresseraient à l'Empire romain. Est-ce que vous faites partie des gens qui pensent à l'Empire romain ? Peut-être. Si tu veux, je te lance là-dessus, mais bon, bah, on va créer un autre podcast juste pour parler de ça, je pense. De l'Empire romain ? Oui. Je suis chaud. Ouais, je me doute. Non, mais du coup, tu veux dire que
La gestion de l'espace et l'architecture seraient politiques? Non. Et si. C'est fou. C'est fou, hein. Eh oui. Oh là là, ah mais quel twist, incroyable. Mais tout est politique en fait. C'est fou. Oui. Donc effectivement, ouais, tu l'as bien évoqué. Moi, ça m'évoque un peu le Sénat dans Star Wars aussi. Oui, Beaucoup. exactement. Ça me ouais, fait penser complètement. énormément au Sénat de la République de Star Wars sur Coruscant, bah, qu'on voit pas mal si vous avez regardé Andorre et tout. C'est des choses, des environnements qu'on voit pas mal et on voit ces couloirs où on va avoir les sénateurs qui seront là et où on voit qu'il y a des tonnes de personnes qui gravitent autour et que c'est dans des quartiers justement avec des grands bâtiments autour très prestigieux, etc. Et du coup, tu comprends qu'il y a des influences aussi autour des sénateurs de chaque planète et des intérêts de chacune des planètes concernées. Et voilà, moi dans ma tête, je visualise ça un peu comme ça aussi, quoi. Comme tu l'as dit aussi, on parle beaucoup de culture et donc du coup, il y a même une université des arts qui est célébrée, hein, qui est expliquée dans le livre. Donc ça va être aussi c'est un régime politique qui investit pas mal sur sa culture parce que bah, il s'en sert aussi comme faire valoir de puissance. C'est ce qui l'aide aussi à maintenir son rapport de force avec les membres du pacte et de vendre son côté république civilisée, à l'écoute des populations, etc., etc. J'ai pas grand chose de plus à dire Moi, j'ai beaucoup de dessus. choses à dire en plus. Ah, vas-y. Alors là, vas-y. je vais faire le lien avec le Galaxy Guide. Je sais plus, j'en ai parlé Ah la bah oui. dernière fois. Le Galaxy Guide, en fait, si vous n'avez pas déjà lu des choses autour de ces nations-là, vous risquez d'être un peu perdu dans le Galaxy Guide parce qu'il part du principe que vous savez ce qui se passe. Le Near Space, donc et l'espace proche, pardon, qui est sorti, il sort pour le système de Starfinder 1 et qui donc devait commencer en 317 après la faille. Dans Starfinder 2, comme le jeu est sorti en 2025, on est plutôt en 325 après la faille. Donc il y a toujours dans les systèmes, dans les jeux de Pathfinder et de Starfinder, quand les bouquins avancent, en fonction des années auxquelles ils sont sortis, le monde évolue et ça évolue avec le Pathfinder Society et le Starfinder Society. Et justement, c'est là où c'est très intéressant parce qu'en fait, vers la fin des éditions de Starfinder 1, il y a eu un événement que l'on a appelé la crise du drift. Le Drift Crisis, puisque ça n'a pas été traduit en français. Cet événement, je le résume très rapidement, c'est en gros que les balises drift ont cessé de fonctionner et que du coup, on ne pouvait plus accéder à cette dimension parallèle qui est le drift et qui a fait que un certain nombre de vaisseaux se sont retrouvés enfermés dans le drift pendant que tous les systèmes qui avaient pris l'habitude d'être connectés depuis un certain nombre d'années ont cessé de pouvoir communiquer entre eux. Et ça a eu un impact très important sur un certain nombre de mondes. Ça a causé des désastres économiques. Par exemple, la planète Akheton, elle a subi... Alors pour le coup, elle a eu un contre-coup puisque les moteurs qui étaient produits dans Akheton ont pu ressortir un petit peu et refaire un développement économique. Et certaines des populations, certains des mondes ont pu en profiter. Et c'est le cas notamment de l'autorité de Guideron. Parce que l'autorité de Guideron avait lancé depuis quelques années un programme de recherche sur des moteurs qui n'étaient pas basés sur la technologie Drift, mais sur la technologie infernale. Ces différents moteurs, si ça vous intéresse et si vous êtes toujours sur Starfinder 1, vous pouvez les retrouver dans les options de vaisseau, dans le guide des options de vaisseau. Oui. Y a tout un tas de moteurs qui fonctionnent avec des technologies un peu différentes de celles du Drift et qui permettent de créer un peu de la diversité sur le fonctionnement des vaisseaux des mondes de Starfinder. Et là, ça a un sens particulier parce que du coup, l'autorité de Guideron, évidemment, a été bien moins impactée et les retombées économiques ont été bien moins violentes que pour la République de Marixa. Et ça s'est traduit sur le système. Alors tout à l'heure, on disait qu'il y avait des ruines sur Marixa. Il y a surtout un système qui est au cœur de leur tension. Et ce système, c'est le système, je l'ai perdu de vue, c'est le système d'Akalata. Et notamment dans le système d'Akalata, la planète Sansorgis, qui contient un certain nombre de ruines hobgoblins
et qui, selon l'autorité de Guideron, serait à l'origine d'un empire ancien, oublié, qu'aurait été mené par des hobgoblins avant la faille, et qui serait sombré pendant la faille. Et du coup, pendant la crise du Drift, eh bien, l'autorité de Guideron a pris possession de ce territoire, alors même que les premiers qui s'étaient installés étaient des républicains de Marixa. Et ça, c'est un enjeu majeur, puisqu'on est sorti de la crise du Drift. Je ne vais pas vous spoiler sur comment est-ce qu'on en est sorti, parce que c'est un certain nombre de campagnes qui viennent de Starfinder 1, mais on en est sorti. Les balises Drift ont refonctionné, et en plus, on y a associé des Drift Lanes, donc des sortes d'autoroutes Drift, qui permettent d'aller encore plus vite sur la galaxie. Et autoroute Drift que vous verrez d'ailleurs dans la carte du guide de la galaxie, puisque tous ces mondes sont connectés par des lignes qui sont donc ces autoroutes. Enfin, moi je l'ai traduit par autoroute Drift, mais c'est Drift Lane en anglais. On verra comment est-ce que Black Book décide de le traduire en français. Et en tous les cas, c'est un enjeu majeur, puisque nous sommes en 325, les prochaines élections à Marixa ont lieu en 326, et que il y a des tensions qui sont en train de monter dans la capitale Rajadan, avec des lobbies qui sont en train de faire avancer leurs pions, puisque on demande à ce que la République de Marixa, qui jusque-là ne s'appuie que sur des escarmouches par des pirates qu'elle officiellement ne contrôle pas. Mais on sait bien que en sous-main, en fait, elle les contrôle, ces pirates qui attaquent l'autorité de Guideron. Et bien, en fait, là... Oui, il y a un peu une espèce de guerre froide entre les deux exactement. aussi. Là, on a des partis qui sont beaucoup plus militaires et qui sont beaucoup plus en train de dire qu'il ne faut pas se laisser avoir par l'autorité de Guideron, et qu'il faut du coup avancer, poser les pions et attaquer. D'accord ? Et notamment, peut-être aller développer des technologies pour pouvoir contrebalancer les vaisseaux de l'autorité de Guideron qui fonctionnent avec des propulseurs, enfin des moteurs qui sont basés sur des technologies infernales. Donc technologie infernale, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu peut-être un partenariat avec les enfers, ou avec les chevaliers de l'enfer, les Hell Knights. Voilà, ça vous donne... Là, je vous ai résumé à grands traits la manière dont le Galaxy Guide traite la question entre l'autorité de Guideron et la République de Marixa, sans vous donner trop d'informations concernant chacun et l'autre des mondes que vous trouverez du coup dans le manuel Espace Proche. Mais en tout cas, on est ici dans le manuel Espace Proche. Vas-y. On est ici en tout cas sur des tensions qui vont sans doute déclencher une guerre dans les prochaines années. Et tant qu'on est dans le manuel Espace Proche, alors on va peut-être pas spécialement développer dessus, mais sachez qu'il existe une planète, tu parlais de machines infernales, etc., qui renvoie à l'enfer, les diables, tout ça. Rappelez-vous que ça, c'est des choses qui existent dans l'univers de Pathfinder et de Starfinder. Et il y a une planète, justement, qui représente un peu ça, qui s'appelle Embroy ou Ambroa, si vous prononcez en français de la France. Moi, je voulais en parler un peu parce que c'est cool. Ah bah vas-y. Ils sont cool, les Ambrois. Eh ben, on a une transition toute trouvée. Vas-y, c'est parti. Allez, on roule sur Ambroa. Donc c'est une planète très violette au niveau des couleurs, ce qui est déjà étonnant parce que on s'attendrait à un truc plutôt couleur feu et tout ça. Qui est remplie donc d'une grande mer qui recouvre quasiment, une bonne partie de la planète, et on a des roches violettes. Tout est violet. Tout est violet. Et cette planète féministe. Planète féministe remplie de mollusques qui s'appellent les ambris. Attends. Juste dire que c'était parce que la couleur violette, ça représente le féminisme, mais qu'ici, il n'y a rien de tout ça. Pardon. Oui. On est sur une planète infernale, rassurez-vous. Qui, du coup, en surface, est donc les habitants et ceux qui contrôlent un peu cette planète sont des mollusques qui s'appellent les ambris, qui est donc une espèce qui est développée dans le Xenoarchive 2, je crois, et qu'on retrouve aussi à la fin du bouquin Espace Proche. Ouais. Et en fait, ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg, puisque, en fait, en sous-sol, on trouve un immense réseau entre tout au travers de la planète
dans lequel il y a énormément d'esclavagisme, de machinerie, et que tout ça est organisé et géré par des diables de l'enfer qui font je sais pas trop quoi, manigancent des choses, essayent des choses, bref. C'est les diables de l'enfer qui, des fois, font des pactes avec les gens ou qui essayent des choses et donc, du coup, en fait, trouvent des populations à mettre en esclavage là-dedans, dont les Ambris en partie. Mm. Et ils les font travailler vraiment pour développer leur machine de l'enfer. Et donc, potentiellement, des moteurs infernaux. Oui, je te remercie d'avoir fait le lien avec Ambroise. Là, on est complètement sorti d'un truc un peu plus classique. Autant on vous avait dit que les 2 planètes précédentes, c'était donc pour l'autorité de Guideron et pour les planètes centrales de l'autorité de Guideron et de la République de Marixa, c'était des planètes un peu classiques. Il y a des océans, il y a des zones tempérées. Autant là, Ambroise, on est sur quelque chose de tout à fait un peu plus farfelu. Et effectivement, avec ces diables qui sont contrôlés par une diablesse qui s'appelle Okiora Soy. Ouais. Et qui en fait depuis le sous-terre dirige un peu la société Ambroise pour en faire une société terriblement inégalitaire. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, non seulement la couleur violette, c'est toujours rigolo, Oui. mais en plus de ça, les Ambris qui sont donc ces mollusques qui ont évolué, ils ont une sorte de perception assez fine des émotions, et du coup, pour cacher leurs sentiments, parce que visiblement ils sont prompts aux émotions, eh bien, ils se cachent derrière un masque en métal. Ouais, ça. Et ça, c'est assez bon, c'est cool à imaginer. Ça veut dire aussi que ça doit être assez comment dire, conflictuel comme société. En tous les cas, il y a un certain nombre de continents. Moi, j'ai retenu que on a vraiment une société qui est terriblement inégalitaire, Ah bah oui, avec complètement. des endroits où on travaille, comme tu l'as dit, et puis une culture du travail qui est... c'est le travail ou rien. Voilà, c'est ça. C'est vraiment de l'esclavagisme au plus bas niveau que vous puissiez l'imaginer, où globalement, il faut travailler, et c'est galère de vivre et de survivre, et le moindre écart, la moindre baisse de productivité, ou petit soupçon de désaccord, ou je sais pas quoi, est vivement réprimandé. Enfin, clairement, c'est pas Ouais, c'est clair. la teuf. Et donc, on a donc des continents qui sont extrêmement industrialisés, extrêmement peuplés par ces Ambris. Et on a deux autres continents qui sont en fait le reste, quoi. On a un continent qui est le Chapruvon, par exemple, qui est un continent qui est assez peu habité, parce qu'il sert de dépotoir pour tous les déchets de la planète. Et on a là-dessus quelques Ambris qui sont tout en bas de l'échelle sociale et qui sont obligés de fouiller dans ces immenses montagnes de détritus pour survivre. Donc là, vous pensez à tous vos trucs cyberpunk et vous avez de quoi faire. On a aussi un autre continent qui s'appelle le Camphrey et qui sont en fait, c'est là où on va trouver effectivement les zones d'esclavage et les grosses prisons dans lesquelles on enferme les Ambris qui seraient détachés de la norme. Et on a également une autre étendue très peu peuplée, le continent le plus vaste qui est l'étendue de Bhaskar. Et alors ça, c'est une zone qui sert de test pour les bombes des Ambris. Voilà ce qu'on pourrait en dire. Donc là, ça fait partie de nos quelques mondes qui sont un peu différents, un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais, Cool. c'est assez rigolo parce que en fait, quand tu regardes, notamment dans le bouquin, il y a un artwork de la station Antelion qui est représenté. Et quand tu regardes comme ça l'art, tu t'attends pas du tout à ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert la planète et tout, je me suis dit, bon, ok, c'est une planète, genre développement sous-marin, et puis voilà, et puis bon, il y a l'air d'avoir des mollusques, c'est tout violet, ok, pourquoi pas. Et je m'attendais pas du tout à tomber sur notre planète infernale, quoi. C'était assez bien joué de leur part. Ouais, bah, c'est là où on fait le lien entre la science-fiction et la fantasy, en fait, hein, parce que du coup, on retrouve un peu le fonctionnement classique des diables qui sont... alors, dans une lecture, et excusez-moi de le faire comme ça, dans une lecture Donjons et Dragonesque à base
à base d'alignement. Les diables, contrairement aux démons, sont plutôt loyaux mauvais, alors que les démons étaient chaotiques mauvais. Et donc les diables préfèrent contrôler par contrat, comme tu l'as dit, et donc ne vont pas aller directement, ne vont pas gouverner pour eux. Par contre, ils passent leur temps à faire des machinations. Donc ça doit être une société un peu vénère. Et alors, imaginons, si jamais un Ambris, par exemple, se rebelle ou fait des actes non acceptés sur cette planète, soit il peut être effectivement bien puni par les diables, c'est ce qui a de fortes chances d'arriver, mais il se peut aussi qu'il soit envoyé ailleurs. Peut-être existerait-il une espèce de, je sais pas, une prison stellaire dont on ne pourrait pas s'échapper. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ça voudrait dire que il aurait pas été, comment dire, il aurait pas été envoyé au plateau d'argent. Non, il aurait la prison dans laquelle on met les embrois, enfin, on met les embris qui auraient montré je cite, une inclination artistique impénitente. Exactement. Ce serait un acte plus dur, trop d'émotions. Et ouais, qu'il se serait fait attraper par le bureau de régulation de l'expressivité. Je cite tout ça pour que vous les ayez en tête, parce que je les trouve intéressantes, le bureau de régulation de l'expressivité. Eh bien oui, il pourrait exister des partenariats intergalactiques pour certains qui seraient vraiment, vraiment réticents et qui ne résistent pas à la prison du plateau d'argent. On pourrait l'envoyer dans un autre système, sur une autre planète qui servirait de prison. Par exemple, la planète Daegox 4. Par exemple. Alors vas-y. Donc la planète Daegox 4 qui, à la base, était une planète très riche et très vivante, hein, avec énormément de faune et de flore et de grandes forêts. Bref, une planète un peu idéale. Et ben en fait, elle a été colonisée et envahie globalement par une société qui s'appelle Daegox, qui a renommé directement la planète, parce que vous en doutez bien qu'ils en ont plusieurs. Et cette société, elle est spécialisée dans l'emprisonnement et la gestion de l'incarcération. Mais c'est une boîte privée, donc de n'importe qui en soi. Ça là-dessus, ils sont pas trop regardants. Oui, la boîte s'appelle Daegox. Ouais, c'est ça. Non, mais ils sont pas embêtés. Quatrième système. Elle a d'autres planètes, mais celui-ci, c'est vraiment celui qui, a priori, a le mieux fonctionné. Ben ouais, parce qu'il a déjà super bien fonctionné, cette planète a une atmosphère très particulière. C'est-à-dire qu'il est assez facile de la traverser pour y rentrer, mais il est très compliqué d'en ressortir. Oui. Voilà, donc déjà, il vous faut un vaisseau qui est très résistant et qui a des moteurs suffisamment puissants pour réussir à s'échapper de là. Ou alors, après, pour vos scénarios, vous pouvez imaginer qu'il y a un système, je sais pas, pensez peut-être à Rogue One ou un truc comme ça, où il y a un seul endroit par lequel on peut sortir, et il faut réussir à trouver une brèche pour passer par cet endroit, bref. Là-dessus, je laisserai... endroit, je vais t'en parler après. Il y a un endroit, effectivement. À côté de ça, la planète, du coup, a mis des immenses prisons au milieu de forêts, donc vraiment au milieu de nulle part, où il n'y a rien autour, et si ce n'est de la forêt assez dangereuse. Et derrière, ces prisons donc, sont extrêmement dures, extrêmement sécurisées. Et voilà, et en fait, c'est très très compliqué pour tous les prisonniers de s'en échapper, quoi. Ouais, il y a autre chose qui permet d'expliquer pourquoi cette planète est aussi fonctionnelle. C'est que cette atmosphère-là qui empêche les vaisseaux de passer, elle est chargée par un réseau fongique, des champignons qui s'appellent les chauves-souris, les choches-surues, et qui en fait répandent des spores qui ont tendance à réduire la violence et à rendre les créatures plutôt dociles. La petite particularité et petite astuce narrative de la part des créateurs de l'espace proche, c'est que les gardiens, qui sont en fait les humanoïdes qui appartiennent à la société, à la corporation Daegox, eux sont insensibles à ces... ça tombe bien. À ces spores. Alors ça tombe bien ça quand tombe même. Drôlement bien quand même. Alors que le reste, n'importe quel prisonnier, il faut imaginer des millions de prisonniers sur cette planète, et dont certains qui pourraient être des embris,
eux Oui. sont sensibles à ces différents sports de champignons. Et du coup, ça permet d'avoir un maintien de l'ordre qui est assez efficace. Alors, c'était intéressant que tu me transmettes la parole en faisant le lien avec les embryes qui pourraient être déviants par rapport à la société en broie. Parce que, eh ben, ça me fait penser à une prison qui a été, il n'y a pas très longtemps, inaugurée en Équateur par le président Daniel Noboa. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais en Équateur, en plein milieu de la jungle, gardé par des militaires et à l'écart de toute installation urbaine, on a une immense prison, un immense complexe qui s'appelle la prison d'El Equens. Ouais, je m'excuse, je parle très mal la langue. Del Encuentro, et qui, en fait, est censé accueillir les membres des gangs de l'Équateur. Mais il y a tellement de place dans cette prison, alors j'ai plus les chiffres en tête, que le gouvernement équatorien a fait des partenariats avec d'autres pays, notamment les États-Unis de Donald Trump, pour accueillir des prisonniers qui viendraient d'autres territoires. Et il semblerait que dans cette prison, pour obtenir la docilité des prisonniers qui sont dans des cellules et avec très très peu de possibilités de discuter avec d'autres gens, c'est vraiment un univers carcéral atroce. En fait, on drogue ces prisonniers pour les maintenir dans un état d'apathie. Et ça, je ne sais pas si c'est la base de la réflexion autour de ce système d'Igox 4. Peut-être que la base de la réflexion, c'est plutôt des films comme New York 1997 du glorieux Carpenter. Mhm. Mais en tous les cas, c'est vraiment un système de prison planète qui est contrôlé par une méga corporation. Tout à fait. Et il y a, moi, il y a un des trucs que j'aime, enfin, qui m'a fait penser beaucoup à des choses qu'on voit dans l'univers étendu créé par Disney de Star Wars, c'est que, en fait, On quand y revient vous toujours à arrivez, Star Wars. Hein. hein, oui, il y a plein de liens On y avec revient Star Wars. toujours à Star Wars. Hein. Bah oui, parce qu'il y a des choses intéressantes aussi dedans. Hein, il faut se le dire. Euh, Il y a notamment un truc qui s'appelle l'œil du ciel. C'est-à-dire que quand vous êtes envoyé à Daigox 4 pour y purger votre peine, en fait, vous allez d'abord passer par l'œil du ciel, qui est un immense vaisseau qui va un peu se charger de contrôler qui vous êtes, ce que vous avez fait comme infraction, et va venir choisir sur quelle prison de la planète vous allez être envoyé. Et ensuite, vous allez, à travers des navettes, être envoyé directement là où vous devez être incarcéré. Et en fait, ça me fait vachement penser, donc dans l'univers étendu de Star Wars, la forteresse de Vador est en fait une prison pour Jedi aussi. Donc en gros, Dark Vador je crois que c'est sur Mustafar, a créé une prison pour les différents Jedi dans lequel il vient les torturer, les questionner, et choses comme ça. Et avant, vous passez par un vaisseau qui va venir justement faire ça, faire office de contrôle et s'assurer que vous êtes envoyé au bon endroit et tout. Et c'est notamment quelque chose que, un peu spoil, mais on se retrouve à aller explorer dans Jedi Fallen Order, et qui est également mis en avant dans certains comics. Et je trouve l'idée très très cool aussi d'avoir... c'est un peu comme s'il y avait, tu sais, cette espèce de centre de contrôle qui choisit si tu vas en enfer ou au paradis ou quoi. Et là, t'as un peu la même chose, sauf que bon, bah globalement, tu sais que tu vas en Oui, enfer, tu sais juste si tu tu vas veux en dire enfer un poste de peu plus contrôle, gentil ou un peu plus tu méchant. parles de Saint-Pierre, quoi. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais voilà, et puis bah sinon, après, c'est vrai que ce qui est développé, c'est différentes prisons. Hein. On a la montagne qui est une structure voilà, de prison aussi, mais qui est très visible de très loin. Bah c'est le centre administratif, c'est là que tu arrives Ouais. quand tu viens de l'œil L'œil du ciel. du ciel, ouais. Et puis bah, derrière, on a des postes de contrôle. Ouais, sur le poste de contrôle, en particulier le poste de contrôle 1, en fait, là on a parlé que de la partie méga prison, système concentrationnaire. En fait, il y a 2 continents sur cette planète. Le premier continent qui s'appelle contrôle facile, c'est celui qui est en fait celui dans lequel vous avez le système concentrationnaire. Et puis il y a un deuxième continent qui a été relativement laissé libre d'installation concentrationnaire, et celui-ci c'est abondance.
Et les deux continents sont séparés par un isthme, c'est-à-dire une petite bande de mer entre les deux continents où c'est très proche. Et cet isthme est contrôlé par le poste de contrôle numéro 1. Et certains prisonniers, lorsque, pour une raison quelconque, ils sont autorisés à passer de la prison, donc sur le continent contrôle, vers le continent abondance, passent par ce poste de contrôle. Et dans ce cas-là, ils parlent de... Il y a une phrase qui revient dans les communautés de prisonniers sur abondance. Ils disent qu'ils ont surmonté un. Certains qui ont réussi à s'évader, ils vont plutôt utiliser l'expression j'ai vaincu un. Et un, ça fait référence à ce poste de contrôle. Ce qui veut donc dire qu'il y a sur le deuxième continent abondance, on a des communautés de prisonniers qui Tout à fait. travaillent toujours pour la corporation d'Aegox, ils ne peuvent pas sortir, mais ils ont une liberté plutôt relative avec un fonctionnement d'autogestion en fait. Et l'endroit où ils vont aller, typiquement, si jamais ils arrivent sur Abondance, ça va être d'aller au refuge, qui est justement le plus gros endroit, je pense, où les communautés de prisonniers sont réunies, organisées, et donc oui, travaillent toujours pour la corporation, mais ont un mode de vie un peu autonome. Et donc vous vous en doutez, on va retrouver ce qu'on peut voir dans les milieux incarcéraux. C'est-à-dire qu'il va y avoir des deals, de l'escroquerie aussi, va y avoir... Enfin voilà, va falloir apprendre aussi où est-ce qu'on est, à qui on peut faire confiance et à qui on peut un peu moins faire confiance. Oui, refuge est tenu par des gangs. Donc forcément... Ouais, c'est ça. En fait, on va retrouver cette société qui est... Certes, tout le monde travaille pour la corporation, mais elle est un peu autogérée aussi. Et donc du coup, forcément, vous avez des mafias qui se mettent en place, des gangs, des choses comme ça, et... Va falloir réussir à survivre là-dedans sans se faire trop d'ennemis, quoi. Ok. Est-ce que je peux parler de où est-ce qu'on en est dans Galaxy Guide? Bien sûr, vas-y, je te laisse faire la transition vers le Galaxy Guide. Tout ce système concentrationnaire, c'est donc ce qui se passe aux alentours de 317-320 après la faille. Mais il s'est passé un phénomène à l'émergence de Starfinder 2, phénomène qui est connu sous le nom de nouvelle naissance, nouveau-né. C'est la naissance d'une des planètes des mondes du pacte, j'ai oublié son nom, qui s'est réveillée et qui a fait émerger une nouvelle entité. Et en faisant ça, cette nouvelle entité qui s'est éveillée à la périphérie des mondes du pacte a envoyé des tas de messages psychiques partout dans l'univers, ce qui a déstabilisé un certain nombre de choses. Et votre univers concentrationnaire de Daegox 4 a été très largement impacté, puisque, premièrement, les spores fongiques ont été répandus dans l'atmosphère, et du coup, ces spores sont désormais un peu partout dans l'atmosphère, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont arriver. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, la couche d'atmosphère qui bloquait les prisonniers a été détruite. En tout cas, elle ne fonctionne plus comme elle fonctionnait. Et le fait que les prisonniers ne soient plus infectés par ces spores qui les rendaient plus dociles fait qu'il y a eu une immense révolte de prisonniers et que désormais la corporation d'Aegox n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe sur cette planète. Alors certains prisonniers sont partis et donc sont sortis de la planète et sont partis dans la galaxie. Et les quelques prisonniers qui restent contrôlent la planète et sont en train d'installer donc en train d'en faire un centre pour du marché noir, de réseaux criminels, etc. Donc cette planète n'est plus du tout contrôlée par la corporation, et si jamais un groupe d'aventuriers voulait explorer quand même certains des anciens centres pénitentiaires qui s'y trouvent, même s'il n'y a plus aucun prisonnier dedans, eh bien ces centres pénitentiaires sont encore surveillés par des drones et des robots qui continuent à faire leur routine. Et donc ce sont des centres qui sont devenus aussi dangereux. Voilà pour l'actualité. Vers quel système souhaites-tu te tourner désormais ? Ouais, je sais pas, est-ce que tu en as un en particulier qui t'intéresse? Là, on peut en faire encore deux autres, je pense, sur lesquels on s'arrête un petit peu.
Alors, si on en est venu en plus à faire des liens 3 avec... autres, pardon. Parce qu'il y en a un qu'on va devoir mentionner Ouais, allez. parce qu'il est mentionné dans le Galaxy Guide. Eh ben, moi, je te propose qu'on mentionne le collectif Zandit, Ouais, allons-y. Et après, ce sera, je crois, pareil, c'est sera le important pour le dernier Galaxy Guide. Hein. Ouais, c'est le dernier qui est mentionné dans le Galaxy Guide, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Ouais, il y a Préluria qui est mentionné dans le Galaxy Guide. Bon, on en parlera rapidement. Alors, on va parler donc le collectif Zandit, ou Zandite, j'imagine en anglais. C'est, comme son nom l'indique, du coup un collectif. C'est-à-dire qu'on va pas parler d'un monde, mais en fait de plusieurs planètes dans plusieurs mondes qu'on fait un peu alliance. Et vous allez voir que un peu leur logo et tout est centré autour d'un espèce de cristal multicolore. Et en fait, ce cristal va effectivement être le lien de ce qui va unir toutes ces planètes entre elles. Il faut savoir que ces différentes planètes recevaient régulièrement des pluies de météorites. Donc voilà, donc c'est des planètes qui vivaient pacifiquement et essayaient de survivre sous les chutes régulières de météorites. Et un jour, il y a eu une chute de météorites qui a amené des étranges cristaux qui étaient immenses. Hein, certains, on parle de plusieurs mètres de long, enfin même d'1,5 km, je crois. Oui, Voilà. 1 km. Donc voilà, Très soit il y en a précis. des petits, soit il y en a des très très grands. Et ils vont avoir été déposés sur chacune de ces planètes. Et en fait, ces cristaux ont un pouvoir particulier, c'est qu'ils permettent de pouvoir communiquer à distance. C'est-à-dire que c'est comme un espèce de téléphone, si vous voulez. Un talkie-walkie. Un talkie-walkie, voilà. Donc vous allez Ouais. activer la magie un peu du cristal. Et quand vous allez parler, la personne qui est un cristal quelque part ailleurs va pouvoir recevoir ce message. Et plus que ça, plus fort que ça, c'est que ça permet même, sur les gros cristaux aujourd'hui, de transférer de la marchandise et des objets. Et donc du coup, toutes les sociétés qui vont être connectées aux cristaux, en fait, vont avoir appris à communiquer entre eux et à s'échanger entre eux. Donc sans qu'ils n'aient développé le voyage spatial, etc., ces sociétés-là, en fait, ont réussi déjà à communiquer entre elles, à s'organiser, à partager, à créer des économies entre elles, et donc du coup on crée une coalition qui s'appelle donc le collectif Zandit. Zandit, pardon. Du nom du cristal qu'ils ont donné. Voilà, tout à fait, c'est le nom du cristal. Et aujourd'hui, donc ces peuples sont plutôt pacifistes, sont plutôt unifiés. Et se sont un peu, du coup, pour l'instant, ne se sont pas spécialement énormément développés pour tenter de s'étendre et de voir un peu ce qui se passe au niveau des mondes du pacte, etc. Ouais. Tu veux que je fasse le lien avec... Bah, du coup, avec le reste effectivement, comment ça se fait que ce collectif va avoir un impact, puisque a priori ils ont l'air plutôt dans leur petit coin à faire leur petite vie, sans vaisseaux spatiaux ni rien, ils ont leur petite économie. Comment ça se fait qu'ils vont pouvoir se retrouver impliqués dans nos histoires de Monde du Pacte, de Vescarium et autres? Bah, ils sont intéressants parce qu'effectivement, ils ont créé une structure politique sans avoir développé de moyens de transport. En fait, ils ne font que communiquer entre eux. Ils ne sont pas allés sur les autres planètes. Donc, ils savent pas où se trouvent certains des mondes avec lesquels ils communiquent. Ça, c'est assez intéressant déjà comme thème. Et en fait, ce monde, cette confrérie, comment elle s'appelle, Collectif Zandit, avant la faille, avait était constitué de 8 mondes et pas 7 mondes. Et ce 8e monde, en fait, s'appelait Crétiscar. Et Crétiscar, en fait, a disparu complètement des 8 mondes. Ils ont perdu le contact avec ce monde-là peu après la faille. Dernièrement, en tout cas le manuel des espaces proches vous le dit ainsi, dernièrement, on aurait retrouvé en fait dans les cristaux un code caché qui viendrait de Crétiscar et qui sont des messages d'appel à l'aide qui remontent au tout début du collectif Zandit. Donc jusque-là, on ne sait pas ce qui s'est produit
En revanche, il y a une réalité plus actuelle en 325 après la faille. C'est que le collectif Zandit fait face à une menace qui est celle que vous connaissez maintenant sous le nom de l'essaim, c'est-à-dire ces énormes insectes qui progressent de monde en monde. Et sans savoir vraiment ce qui est arrivé à ce 8e monde qui est Crétiscar, l'essaim aurait mis la main sur ce 8e monde et se sert de ce 8e monde pour essayer d'aller corrompre les mondes du collectif Zandit. Ce qui veut dire qu'il est extrêmement important, il y a une sorte de course contre la montre qui est enclenchée pour le collectif Zandit, non seulement pour trouver des alliés pour lutter contre l'influence grandissante des mondes de l'essaim, parce que si les mondes de l'essaim, enfin si l'essaim arrive à identifier les planètes qui appartiennent au collectif Zandit, il va pouvoir se développer Bah, et à utiliser les cristaux et tout, oui, ça va être un problème, oui. Mais donc il faut trouver des alliés. Les meilleurs alliés, ce seraient ceux des mondes du pacte et de la Société des explorateurs d'étoiles. Et en plus de ça, ils ont besoin absolument de retrouver ce 8e monde oublié qui est Trétiscar, parce que pour comprendre ce qui s'y passe et pour lutter contre les saints. Tout à fait. Sachant Voilà. que il ne faudrait pas que ce 8e monde ou que l'un des mondes du collectif devienne une porte d'entrée pour les saints vers les mondes du pacte, etc. Donc il y a un enjeu aussi pour les mondes du pacte et le Vescarium de peut-être aller soutenir, parce que sinon ça veut dire potentiellement un retour prononcé de les saints. Et donc voilà. Et le collectif Zandit, ce sont aussi des planètes qui n'ont pas spécialement d'armée, comme je vous l'ai dit, ils sont plutôt pacifistes. Comme ils n'ont pas rencontré d'autres espèces, choses comme ça, en fait, ils n'ont pas eu besoin de développer de grosses technologies pour aller ailleurs ou pour se défendre. Et donc, ils sont un peu démunis aussi face à ça. Et effectivement, il y a tout un enjeu autour des cristaux qui, si les saints arrivent à s'en servir, les saints qui est un réseau hyper important de communication. On le rappelle, c'est juste un réseau d'insectoïdes qui est connecté à un vaisseau mère qui communique avec eux et qui leur donne les ordres et quoi faire, etc. Vous imaginez bien que si eux, ils arrivent à prendre possession des cristaux et à s'en servir, leur pouvoir peut-être de contrôle, etc., peuvent peut-être être décuplés. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se produire, mais vous vous rendez bien compte du problème que ça peut créer, quoi. Alors un des enjeux, un des véritables enjeux de cette menace de l'essence, c'est notamment la planète qui s'appelle Cuxor. Oui. Parce que cette planète, elle est un peu particulière. Elle est peuplée d'une race humanoïde à 2 têtes qui s'appelle les Fasorks. Et c'est une planète qui est très lente à tourner puisque son cycle jour-nuit dure 11 ans. Sauf que là, on arrive bientôt à la fin d'un cycle de 11 ans, et donc à chaque fois, il y a la moitié de la planète qui dort pendant 11 ans, pendant que l'autre est éveillé. Donc là, la moitié de la planète va s'endormir, et l'autre moitié de la planète qui va se réveiller n'est pas du tout au courant qu'il y a la menace de l'essaim qui pèse sur le collectif Zandit, sauf que c'est la planète qui est la plus proche de la menace de l'essaim. Donc est-ce qu'ils seront préparés, est-ce qu'ils ne seront pas préparés, comment est-ce qu'ils vont s'adapter à cette menace d'ordre intergalactique, tout est là. Voilà, et ma foi, on vous laissera éventuellement, donc si vous êtes procuré le bouquin, il est trouvable encore chez Black Book à bas prix, et même les PDF sont encore accessibles. Il y a des petites descriptions de chacune de quelques planètes du collectif. Libre à vous d'en inventer aussi si vous le voulez, parce qu'elles ne sont pas toutes décrites, je crois. Ouais, non, pas du tout. Et voilà, vraiment, juste tout est basé autour de ces cristaux, quoi. Mais c'est tout, quoi. Donc c'est pareil, c'est quand même une zone aussi assez libre de pouvoir créer ce que vous voulez. Mais nous, c'était surtout pour ça qu'on voulait l'évoquer, parce qu'en fait, c'est un enjeu important du lore de Starfinder 2. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que tu veux développer sur certains pays ? Je sais qu'il y a Préluria qui est mentionné dans le Galaxy Guide, mais c'est pas forcément un monde que j'ai retenu de manière intéressante, donc je veux bien en parler en 2 minutes. Vas-y, tu peux avant qu'on aille étudier un monde qui t'aurait un peu plus intéressé. Là, jusque-là, tout ce qu'on a fait, c'est
C'est des points narratifs, des manières de penser ces différents mondes qui sont intéressantes. Moi, j'ai moins été intéressé par Préluria. C'est une géante gazeuse verte Mm. toxique. Elle est habitée par des vases de gaz psychique, mais qu'on développe pas plus que ça. Et surtout, ce qu'on nous dit, c'est que là où les espèces galactiques se sont installées, c'est surtout sur les anneaux de Préluria, parce que ils sont faits de corps de glace ou de minéraux, et donc on va y trouver à la fois des contrebandiers, des mercenaires, mais aussi des entreprises, parce que on essaye de tirer profit du gaz qui se trouve à l'intérieur de cette planète. Et du coup, voilà, c'est un peu c'est un, c'est un peu comme ça que je la simplifierais, que je la résumerais. Elle apparaît dans le Galaxy Guide parce que Bah, c'est plus son espèce qu'on va pouvoir retrouver à différents endroits et tout, qui va avoir peut-être un peu plus d'importance que la planète en elle-même. je l'avais vu quelque part, mais je l'ai perdu. Et ça, c'est pas cool. Elle est ici, dans la partie Dystopian Adventure. Juste pour dire que il y a actuellement il y a des changements dans les questions de pouvoir. En fait, il n'y a pas de pouvoir général puisque en fait Mm. chaque petit groupe sur les anneaux est occupé par une entité contrebandière ou par une entreprise ou autre. Mais actuellement sur Picora 317, il y a une grève importante de travailleurs. Et puis, il y a aussi des recherches qui ont été faites par l'Institut Révolan qui, visiblement, ont été mal gérées et sont devenues hors de contrôle. C'est tout ce que j'en dirais. Parfait. Et ben, tant qu'on est dans les planètes que je vais évoquer rapidement sans forcément déborder, il y a une première planète, moi, que j'aime bien, qui est plus un amas d'îles flottantes qui s'appelle le Ouais. système Dori. Où en fait, donc, c'était une planète qui était très très développée avant. Et probablement suite à j'en sais rien, un accident ou un développement Mm. technologique trop prononcé, la planète s'est retrouvée un peu à imploser sur elle-même et du coup a créé, donc c'est éclaté en amas d'îles flottantes qui gravitent autour d'un centre qui n'est pas un trou noir. Je sais que ça va vous faire penser beaucoup à Gravité, une des planètes d'Outer Wilds, ceux qui connaissent. Là, ils appellent ça l'anomalie, je crois. Voilà, l'anomalie. Et donc, du coup, toutes les fantômites, donc les créatures de cette planète-là, ont développé du coup toute leur société sur... bon, l'avantage, c'est qu'ils étaient déjà doués en escalade par leur physicalité. Mais du coup, ils ont développé un mode de vie autour de ces îles flottantes qui, par la force des choses, n'entrent jamais en collision, étonnamment. Et donc, en fait, ils arrivent à communiquer entre les différents îlots, donc soit peut-être en utilisant quelques vaisseaux, mais sinon, ils ont aussi développé un métier qui s'appelle le métier d'arpenteur, où globalement, ce sont des fantômites très très entraînés qui vont sauter d'île en île pour atteindre leur destination. Donc on retrouve un peu ce truc de ce côté runner qu'on peut peut-être avoir dans Mirror's Edge ou quoi. On va avoir des gens qui doivent faire des courses rapidement entre deux espaces, mais version de l'espace. Et donc du coup, ils vont devoir sauter d'île en île avec tous les dangers que ça représente, le calcul de la trajectoire de l'île et tout, pour essayer de l'accrocher. Et voilà, et je trouve le concept cool, j'aime beaucoup le design des fantômites. Alors, il faut qu'ils sautent de Et île en île, mais il faut surtout qu'ils attendent que les îles qui bougent un peu s'alignent correctement pour que leur trajectoire soit correcte. c'est Et ça, qu'en plus, ils puissent c'est ça. construire des structures pour aider les gens à traverser. Ce qui fait que ça crée des pays, morceaux de planètes, qui sont parfois isolés les uns les autres. Et ça fait aussi que les voyages d'un bout de planète à un autre peut durer parfois plusieurs mois, même si on a nos arpenteurs qui sont doués pour Oui. l'esclave. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres planètes sur lesquelles tu veux passer rapidement? Ouais, il y a Nemenar aussi, qui est une planète que je trouve intéressante, qui est pas énormément développée, mais qui a un concept
très très cool, c'est que c'est une planète assez énigmatique, dans laquelle la population a volontairement créé un dôme noir autour de la planète. Ouais, qui ne laisse filtrer que la lumière ultraviolette. C'est ça. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi ils ont fait ça? Eh bien en fait, cette population-là a été maudite par un dieu inconnu. Je me rappelle plus si ils mettent son nom ou pas. Ouais, ils le mettent. Elle s'appelle, attends, Nilessa. C'est ça. Et donc ce peuple a été maudit, ce qui fait que s'ils sont en contact de la lumière, ils brûlent, tout simplement. Et donc du coup, ils ont créé une espèce de société dans laquelle eux, ils sont adaptés. Donc ils ont vécu dans le noir, hein, où il laisse juste passer les ultraviolets. Les créatures, la population, etc. s'est adapté à ça. Et aujourd'hui, ils vivent donc constamment dans le noir avec des flèches prismatiques régulièrement qui servent justement, je pense, à maintenir la couche de noir et qui laisse passer les ultraviolets. Et ils ont donc une personne élue qui est là pour communiquer avec le dieu qui leur a fait ça, pour justement s'assurer du maintien des choses et que les choses s'enveniment pas, voir si elles peuvent s'améliorer un jour, ça serait pas mal. Mais en attendant, ils sont un peu coincés sur leur planète, puisque de toute façon, la moindre exposition au soleil les brûlerait d'office. Ouais. Et étonnamment, du coup, cette région est une région aussi touristique. Oui, voilà, j'allais te On... dire ça. On retrouve nos touristes. on en avait parlé, effectivement. On retrouve nos touristes parce que du coup, vous imaginez bien que c'est des décors, des lumières et un environnement qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Et dans lequel, justement, donc les populations viennent pour essayer de découvrir un peu cette étrange planète. Il faut savoir que les habitants sont tout de même assez accueillants. Mais voilà, c'est une planète qui arrive à survivre aussi grâce à et à être ouvert un peu au reste du monde grâce à son tourisme. Alors moi j'aime bien le fait que le gouvernement, la manière dont Néménar se comporte, c'est que à la tête de leur système politique, il y a un mec qui s'appelle le Cosmocrate, et dont qui visiblement, on nous dit juste que ça mêle démocratie, autocratie, on sait pas trop comment c'est gouverné, mais on sait juste qu'il s'appelle Cosmocrate parce que il consacre prétendument sa vie à communiquer avec Nilessa. Donc en gros, son pouvoir lui vient d'une forme de médiation avec la divinité qu'aurait maudit la population de la planète. Et il y a une forme de résilience, hein, c'est que cette population a refusé de quitter sa planète. Elle aurait pu quitter sa planète, aller ailleurs, elle n'aurait pas été obligée de s'adapter en brûlant, mais le fait d'avoir décidé de rester sur la planète et de lutter malgré tout et de passer outre cette malédiction, c'est ce qui peut la rendre très intéressante. En revanche, il me semble, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on ne peut pas jouer la population, les Néménari. Je pense qu'on ne peut pas les jouer dans Starfinder parce que non, ce serait un peu ils sont compliqué. pas. Malheureusement, en fait, il y a. Vous allez voir, il y a plusieurs espèces dans le livre qui, des fois, sont présentées comme habitantes d'une planète qui ne sont pas des espèces jouables où on n'a pas de développement dessus. Des fois, vous allez les retrouver dans les Xeno-archives et des fois, pas du tout. Voilà. Et donc, c'est un des trucs aussi de ce bouquin de lore, c'est de vous donner encore plus d'éléments que ce qu'il y a déjà développé, sur lequel vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez les imaginer comme vous voulez, et c'est des pistes pour la suite. Ok. Mais effectivement, compliqué à jouer un Emenari. Enfin, déjà, quand toi tu dois jouer un Kizar, c'est l'enfer. Alors, j'imagine pas ouais. jouer un personnage qui doit fuir la lumière. Cette conception-là dans Starfinder 2, quand même. Hein. Oui. Ils ont abandonné les Ils se sont rendus limitations compte que c'était un peu chiant. de tout ce système de perception et de sens. Le temps tourne, donc il faut peut-être qu'on évite de perdre. On avait dit qu'il fallait qu'on évite de se perdre dans le flot des planètes, et j'ai l'impression qu'on a quand même réussi à tomber dedans. Donc je mettrai de côté les planètes dont j'avais extrêmement envie de parler, je ne ferai que les mentionner. Moi, je décerne mon coup de chapeau à la planète qui s'appelle Tabrid Minor.
Je Ouais. vous invite à la Vas-y, tu peux la regarder. développer un peu Je celle-là, suis parce très que quand même. déçu de ne pas pouvoir plus la développer. Parce qu'en fait, Vas-y, j'avais vas-y. une approche qui était un peu cliché. C'est-à-dire que j'ai approché la planète en fonction du fait que c'est un océan, globalement, avec des grosses masses terrestres, et que l'espèce qui est majoritaire dessus, ce sont les Copaxi. Et les Copaxi, bah, ce sont des hommes coraux, enfin Homme de coraux, corail, ouais, c'est quoi. ça. Et donc je me Mhm. suis dit, bon, bah, c'est une planète océanique, tout ce qu'il faut. Et en fait, il me semble qu'elle synthétise vachement bien un certain nombre de thèmes qui, me semble-t-il, sont au cœur de Starfinder. Concrètement, c'est une planète qui s'est construite à partir d'une évolution des coraux, qui a donc donné les Copaxi. Et ces coraux en question s'appellent les copies, et ils ont une fonction non seulement de régulation des océans, mais aussi de régulation de la gravité, et qui permettent de maintenir la planète dans une sorte de Gravitation. gravitation. Donc voilà, donc en gros, il y a une tension très importante parce que cette planète a demandé récemment à entrer sous un régime de protectorat de la part des mondes du pacte. Le mot protectorat Mm. m'interpelle, c'est-à-dire que ils ne souhaitent pas devenir des membres des mondes du pacte, ils souhaitent entrer en tant que protectorat. La deuxième chose qui me semble intéressante, c'est que en fait au départ, c'est une planète qui va jouer avec le concept d'espèce qui est proche de la nature, qui développe un attrait pour la magie, une sorte de familiarité avec ce monde des coraux, donc un peu une sorte de trope environnementaliste où on a l'impression que les espèces de fantasy qui sont les plus proches de la nature, en fait, elles sont forcément en harmonie. Donc on joue avec ce trope-là, sauf qu'en fait, on s'en éloigne, puisque il y a un moment donné où les Copaxi se sont en fait ont trouvé, et notamment au moment où Triune s'est dévoilé au monde, la technologie leur est arrivée sur la figure et ils s'en sont emparés et ils ont plongé la tête dans cette technologie. Donc là, ça vous donne déjà un point de vue sur Triune qui se manifeste à des espèces qui montre que ça ne s'est pas toujours bien passé partout. Et cette plongée en avant vers la technologie a fait que la planète s'est industrialisée plus, qu'en se Mm. détachant des coraux qui sont les copies, il y a eu une sorte de dérèglement lié au système de magie, et que ce dérèglement entraîne du dérèglement climatique, du dérèglement gravitationnaire, et tout un tas de problématiques qui font que la société elle-même s'est en fait renfermée sur elle-même, où on a des groupes d'États régionaux dans lesquels des oligarchies dirigent un peu d'une main de fer, et surtout essayent de réécrire l'histoire, non seulement pour se faire passer pour des gens qui ne savent pas pourquoi est-ce que la planète est dans cet état-là auprès des mondes du pacte, mais pour essayer de taire aussi les gens qui, à l'intérieur de chacune des sociétés, diraient que peut-être la course en avant techno-solutionniste, c'est peut-être pas la bonne solution. Et donc moi je trouve que c'est vachement intéressant, et ça met en jeu la manière dont dans la fantasy on lit des espèces comme les elfes qui seraient proches de leur nature, mais sauf que ces elfes là en fait se seraient complètement dévoyés de leur origine, donc forcément vous pouvez jouer avec ça. Le fait qu'on soit dans une société surindustrielle et donc qu'il y ait des tensions autour de qu'est-ce qu'on fait des coraux, est-ce qu'on les exploite ou pas, le fait que cette tension ait amené les Copaxi à essayer d'aller coloniser d'autres mondes pour Mm. trouver des solutions et maintenir leur système sans se remettre en question, voire s'implanter ailleurs. Le fait que il y ait également dans certains environnements, en fait, les anciennes forteresses qu'ils ont complètement quittées, qui étaient des forteresses de magie qui flottaient sur la mer, soient maintenant occupées par des espèces qui, en fait, n'ont rien à faire là. C'est-à-dire que des robots ont été détruits par Copaxi dès qu'ils ont eu une once d'intelligence. Ils ont été entièrement détruits. C'est un peu comme le djihad butlérien de Oui. Dune. Mm. Et ces robots, il y en a certains qui ont trouvé refuge dans les anciennes forteresses Copaxi à l'époque où ils étaient traditionalistes, et qui disent que les Copaxi ont dévoyé leur système de pensée. Donc vous avez des robots qui pratiquent la magie. Donc il y a tout un enjeu là autour des mélanges des thématiques de Starfinder qui trouve, me semble-t-il, une excellente traduction dans ce système. Et donc je suis au regret de ne pas pouvoir plus le développer. Voilà. Allez le regarder.
Moi, je pense que je ferai jouer mes prochains scénarios sur cette planète parce qu'il y a Hmm. beaucoup de choses à faire. Ouais. Et en plus, en termes de visuel, du coup, là, je m'adresse, petite pastille aux fans de Monster Hunter. En termes de visuel, du coup, vous pourrez retrouver des zones avec un visuel proche du plateau corail. Pour toi, Chacha, en gros, c'est une zone dans Monster Hunter dans laquelle euh, t'imagines que tu es dans les abysses, mais il n'y a pas la mer et il y a la lumière du soleil. Donc en fait, tu as des coraux géants avec un relief très vertical. Et bah, voilà, il y a des coraux, des anémones, des choses comme ça. Et tout le visuel renvoie à celui de la mer et des eaux profondes. Mais il n'y a pas la mer et on est en pleine lumière, etc. Et c'est vraiment très joli et très inspiré. Enfin, genre vraiment, ça a de la gueule et c'est très chouette. Donc, pour ceux qui aiment bien cet environnement-là, cette planète est aussi l'occasion d'offrir ça. Ma foi, on va peut-être s'arrêter là pour Ouais. le listing des planètes et des choses intéressantes. Il y en a encore plein d'autres. Il y Ouais, en il a y en a plein qu'on nous a encore pas faites qui beaucoup. ont des choses intéressantes. Il y a beaucoup de planètes. On Clairement, a mis de côté les Damaï, qui sont oui. pourtant il me semble, mais là je me trompe sans doute parce que j'ai pas relu le guide des joueurs de la deuxième édition, mais il me semble que les Damaï sont une espèce qui est disponible, ou en tout cas c'était une des premières espèces de Starfinder 1, donc ça m'étonnerait pas qu'elle revienne. C'est une espèce qui a dû faire face à un monde qui a complètement été subi des Ouais, mais catastrophes c'est des Malco. importantes. Ouais, ouais. Donc C'est sur qui est Demalco, et on n'en a pas parlé plus que ça, et il y a plein d'autres mondes dont on n'a pas parlé. Un monde de géants ouais. et un monde psychique. Bon, vous aurez l'occasion de regarder ça par vous-même. D'illusion pour les touristes, bien sûr. Ouais, encore une fois les touristes, toujours les touristes. Encore une fois, les touristes. Et si jamais vous êtes procuré l'espace proche et vous êtes là et vous dites, oh mais j'ai fait le tour de toutes ces planètes, les mondes du pack, tout, j'ai tout fait, tout vu. Trop bien parce que Starfinder, en fait, trop facile, j'ai tout exploré. Et ben si jamais vous arrivez à ce point-là, déjà vous avez le droit de créer vos propres planètes vous-même, c'est tout à fait ok. Mais surtout, Paizo a créé un petit deck qui est dispo qu'aux US pour vous aider à créer un système avec un biome particulier, avec une espèce mise en avant, etc. Et je crois que Chacha, tu dois être l'un des rares en France à s'être procuré ce deck. Ouais, parce qu'on avait pour un challenge de scénar one-shot sur des mondes bizarres, on avait utilisé ce système de deck. C'est effectivement un deck qui a pas été traduit, mais qui est mentionné dans l'espace proche, parce qu'en fait, il est sorti au même moment que le bouquin Espace proche, et qui vise en fait à continuer, comme tu l'as bien dit, hein, l'exploration de milliers de mondes. Et c'est un deck qui est constitué, je crois, de 200 cartes. Et Ouais. sur ces cartes, vous avez côté face un type de planète, ou un type de monde plutôt. Enfin oui, un type de planète. Et sur la face arrière, vous avez deux espèces, ainsi que des accroches pour des idées de tension, d'enjeux qui seraient en lien sur ces planètes-là. Et en gros, ce qu'on vous demande de faire, c'est tout simplement de tirer une première carte. Donc là, je viens d'en tirer une. Je suis tombé sur Terrestrial World, donc un monde terrestre, avec une gravité standard, mais une atmosphère qui est toxique, et des biomes qui sont constitués de aquatiques, arboréales, des forêts, des marais, des montagnes, des plaines, des souterrains. On nous dit aussi qu'il y a des espèces de plantes bizarres et des champignons. En dessous de cette description qui vous présente ce monde-là, donc déjà il y a 200 mondes différents avec ce truc, ça vous donne déjà une première base. On a ensuite tout un système de catégorisation de ce monde autour de son rapport à la loi et au chaos, au mal et au bien. Donc ça, ce sont des concepts qui ont un peu disparu dans Pathfinder 2. Autour de la magie, de ce qu'on appelle l'accord, c'est-à-dire comment est-ce que cette société fonctionne, autour de la technologie et de la religion. Et la deuxième carte que vous allez tirer, vous prenez la face arrière, vous la glissez en dessous de ce monde-là, et vous avez soit un trait horizontal qui dit
du point de vue de la catégorie, il n'y a rien, soit une flèche montante ou une flèche descendante qui indique où se positionne votre monde par rapport à ces grandes catégories. Donc là, dans ce que je viens de tirer, par exemple, le monde terrestre que je viens de tirer, la relation des sociétés par rapport aux questions de bien et de mal, elle est plutôt descendante, donc ça va pas vraiment être très important. La technologie est plutôt basse, il y a une flèche vers le bas. En revanche, ce qui est très élevé, c'est magie et religion. On me dit aussi dans la carte que je viens de tirer que l'accroche, ça pourrait être qu'il y a des espèces sentientes qui utilisent l'astrologie, la magie ou des algorithmes complexes pour prédire le futur et chercher activement à le changer. Et je peux tirer à nouveau une autre carte pour avoir une deuxième accroche. Et ma deuxième accroche, c'est que c'est un monde, c'est la capitale d'un empire qui est en train de se développer. Donc avec déjà rien que ça vous permet d'avoir une idée. J'ai tiré 3 cartes du coup, et ensuite je peux tirer d'autres cartes pour aller chercher des aliens. Parce que sur le verso de la carte, vous avez des espèces de Starfinder pour voir un peu quel type d'espèces peuvent les peupler. Moi, je préfère ne pas forcément mettre les espèces des aliens. Je préfère juste m'intéresser à ces 3 premières cartes pour ensuite pouvoir créer éventuellement, si je le souhaite, des espèces d'aliens un peu particulières qui correspondraient à ce monde-là ou qui se seraient développées autour de ce monde. C'est donc un deck qui est assez intéressant quand vous essayez quand vous le couplez avec par exemple le manuel d'exploration spatiale. Je sais qu'il est également en anglais, mais ça vous permet de focaliser votre jeu Starfinder autour de la question de l'exploration de monde. Et c'est une base de départ. Après, c'est à vous, MJ, de détailler un peu ce monde et de tourner autour, mais c'est en tout cas un jeu de cartes qui fonctionne assez bien et qui est assez, à part sur ces questions de loi et de chaos et de bien et mal, puisque ça a été supprimé dans le passage de Oui. Starfinder 1 à Starfinder 2, c'est encore utile et encore utilisable pour la version de Starfinder 2 qui est en train de sortir. Par ailleurs, il est certes aux États-Unis, mais vous avez moi, je l'ai acheté sur le site de Black Book, puisqu'ils importent parfois des choses américaines, et vous pouvez aussi le trouver sur Philibert ou sur d'autres choses s'il est encore disponible. Et sinon, il existe en version PDF. Alors, c'est toujours moins intéressant, évidemment, mais il existe en version PDF sur Paizo. Et donc, ça peut vous servir quand même de base. Ce qui me permet de revenir sur ce qu'on voulait, sur le thème qu'on voulait aborder en fin de cette séance, c'est-à-dire en gros comment se servir de différents conseils, différents decks, comment ajouter de l'aléatoire pour créer des mondes dans Starfinder. Là, on vous en a donné un exemple, mais peut-être toi, Atreid, tu as quelques idées sur comment est-ce que tu penses la création de mondes différents dans un univers aussi riche que celui de Starfinder. Moi, généralement, en fait, je pense que dans ma tête, je fais un peu la même chose que ce que fait le deck, c'est-à-dire que j'essaie de trouver un biome et de trouver peut-être un ou deux ressorts liés à ce biome-là. Et donc, comme tu le dis, est-ce que je décide de dire, ok, j'ai une planète avec de la technologie hyper avancée, mais dans ce cas-là, je vais essayer de trouver un truc, typiquement ce qu'on va retrouver sur les planètes, c'est qu'ils ont développé de la technologie par rapport aux cristaux qui permettent de communiquer. Bon bah tu pars de ça et t'essaies de dérouler un peu ce qui te vient en tête à ce moment-là. Sinon, un des moyens, effectivement, c'est de se dire, ok, j'ai un biome un peu particulier, par exemple un biome toxique. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crée une nouvelle espèce qui est capable de résister à ça, mais du coup, mes joueuses vont devoir aller sur cette planète et trouver un moyen de pouvoir survivre avec des combinaisons, des choses comme ça. Et du coup, ça veut dire commencer à gérer des jauges d'oxygène, choses comme ça. Est-ce que c'est une planète plutôt dangereuse? Est-ce que ça ne l'est pas?
J'essaie aussi beaucoup de lire les descriptions des espèces, et on en a parlé pas mal, des régimes politiques. On peut le voir, il y a plusieurs planètes qui sont présentées aussi comme des planètes qui ont servi de refuge à un moment. Et donc du coup, ça permet non seulement de euh, pouvoir mettre l'espèce que tu veux à cet endroit-là, mais surtout de pouvoir enrichir l'espèce en question. Parce que généralement, dans des bouquins de Starfinder, on te présente une espèce via un angle très caricatural. Mhm. On te présente les Vesques, bon bah voilà, les Vesques c'est militaire, c'est la force brute, etc. Machin. Et en fait, le fait de créer ça, ça permet d'ancrer une variété de la population qui ne s'inscrit pas dans ce truc très caricatural, et du coup, ça vient enrichir un peu cette espèce, et en plus, ça vient donner un twist. C'est-à-dire que du coup, quand vos joueuses vont arriver sur cette planète et rencontrer ces Vesques-là, par exemple, bon, naturellement, ils vont se dire qu'ils vont être de la force brute et tout, et vous allez pouvoir créer un twist en disant, bah, petit à petit, vous allez leur présenter, en fait, non, ils prennent vachement soin l'un de l'autre, en fait, ils sont hyper sympas, hyper pacifistes, tu vois, j'en sais rien. C'est le truc le plus cliché qui me viennent là, mais C'est voilà. marrant. Et ayez pas peur d'essayer des choses, quoi. C'est marrant parce que il y a un monde dont on n'a pas parlé qui est Gascar Oui. 3 justement, dans lequel il y a des Vesques qui Oui. ont fait sécession du C'est Vescarium un bel exemple. parce parce qu'en fait ils ont suivi les préceptes d'une religion d'un prophète Vesque qui s'appelle Gascar Yulalov Mm. et qu'aurait reçu des visions du dieu Veidan, qui est le dieu alors je sais plus de quoi c'est le dieu, mais en gros qui leur aurait demandé de sortir de cette vision un peu militariste et autres. C'est intéressant ce que tu poses comme question parce qu'évidemment ces grandes catégories elles sont importantes pour nous. Autant dans la fantasy vos joueurs sont plutôt en terrain connu, les elfes, les nains, ou même si vous voulez créer des races qui sont un peu différentes, j'ai dit races, excusez-moi, des espèces un peu différentes. On est sur sur des choses qui sont relativement bien connues, assez classiques. La fantasy, c'est toujours un peu basé sur une sorte de monde perdu, parce que Tolkien a écrit son histoire après la chute des grands empires humains et des grandes civilisations elfiques. Et ça a été repris dans Donjons Dragons et dans tout un tas de choses. Donc on est plutôt en terrain connu, mais même quand vous abordez la galaxie avec vos joueurs, en fait, et joueuses, ils ont souvent vu Star Wars, et souvent, oui, effectivement, ce que vous leur proposez, c'est caricatural, mais ça fait partie du contrat de jeu avec eux, c'est-à-dire que Oui. ça permet à ce que chacun et chacune autour de la table, avec ses références à lui ou à elle, puisse s'accorder sur un certain nombre de choses. Sinon, c'est compliqué, et c'est plutôt la tâche de celles et ceux qui construisent les bouquins de lore, ou alors il faut vraiment faire beaucoup plus participer les joueurs et les joueuses à l'élaboration des mondes. Et ça, c'est quelque chose qui se fait autour de la table. Mais c'est vrai que du coup, de ce point de vue-là, repenser ces grandes catégories et ces grands tropes et ces grandes caricatures à travers quelques exemples assez bien pensés, et à travers l'utilisation de cartes comme le deck of Many Worlds pour un peu aller chercher et questionner son imagination, ça peut être utile. Moi, à Mm. titre personnel, j'utilise aussi pas mal de manuels qui viennent pas forcément du système Starfinder, mais qui viennent d'autres systèmes. Ce que j'apprécie beaucoup dans la 5e édition de Donjons Dragon, par exemple, c'est que il y a des manuels comme j'ai en tête celui de Ravenloft, le monde de campagne de Ravenloft, qui est en fait une sorte de tas de thèmes autour de l'horreur pour alimenter une campagne de Donjons Dragons, et qui en fait est accompagné d'un certain nombre de tables, alors souvent 6, c'est des dés de 6 ou des dés de 20 ou des dés de 10, et pour donner une idée d'accroche tirée aléatoirement pour aller pimenter son imagination. C'est des choses qui viennent d'une vieille tradition dans le JDR qui est celle des années 80, où il y avait des milliers de tables aléatoires. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et récemment, il y a certains systèmes il y a certains éditeurs tiers qui ont publié des tas de tables, même des manuels uniquement de tables, pas toujours forcément bien faites ou bien pensées. Mais en tous les cas, il existe parfois des choses qui sont très bien.
Je mentionnerai par exemple le manuel Injecting the Weird, donc injecter l'étrange, qui vient de Montecook, qui est à l'origine du Cypher System, un système plus narratif derrière les jeux comme Numenera ou The Strange. Et son manuel Injecting the Weird, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser parce que c'est que des tables, c'est des systèmes neutres. Et il y a différents degrés d'étrangeté en fonction de ce que vous allez chercher comme thème narratif ou si vous allez jouer dans un monde de fantasy ou pas. Et donc, c'est des tas de tables à base de dés de sang. Je Mm. pense aussi au manuel de Sly Fourish, qui est un Américain sur YouTube et qui fait de très très bons conseils au MJ pour créer des systèmes, pour créer des idées, pour créer des scénarios. Et puis je pense maintenant au niveau français, c'est pour faire un peu de la pub pour lui, pourquoi pas, à un YouTuber qui s'appelle Scénarurgien et qui a lancé, je crois il y a 2-3 ans, et il est en train de lancer, c'est pour ça que j'en parle, il est en train de lancer la même chose pour la science-fiction et le cyberpunk. Il a lancé un deck de 60 cartes qui s'appelle RPG Story Maker, et qui en fait vous tirez une carte et ça vous donne, il y a il y a un mot-clé et ensuite une petite description pour vous aider à identifier certaines idées, et vous associez comme ça les idées pour construire un scénario. Et il va sortir, là il l'a fait pour la fantasy, mais il va sortir ça pour des univers cyberpunk et, et science-fiction. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est surtout en fait à utiliser quand vous avez besoin de faire un one-shot et que vous avez manqué de temps pour préparer. Oui. Je me rappelle également que Numenera avait sorti quelque chose qui était assez intéressant, toute une gamme de scénarios qui tenait sur une double page pour que ce soit rapide à jouer, facile à faire, et qu'en fait l'intérêt se fasse dans l'improvisation. Alors c'est clair qu'avec un système aussi complexe et fourni que Starfinder, c'est compliqué de faire de l'improvisation, mais ajouter un peu d'aléatoire avant d'y projeter ses joueurs et ses joueuses, c'est toujours intéressant. Ouais, et puis tu parlais de Numenera, Starfinder fait beaucoup appel aux tropes d'anciennes civilisations et tout, parce que ça crée ce truc de mystère, d'exploration et Ouais. tout. Numenera est grave là-dedans. Donc en fait, Oui. si vous voulez aller creuser ça, on vous conseille d'aller regarder Numenera un peu ce qu'ils font de leur côté. Bah, Peut-être c'est jouer à fini, Torment hein. Tides of Numenera ou des choses comme ça. Oui, c'est fini, mais les bouquins existent toujours. Donc Oui. voilà, n'hésitez pas à aller voir là-bas. Vous allez probablement pouvoir trouver des idées. Et puis surtout, moi, un dernier truc que j'ai envie de vous conseiller, c'est que si vous jouez à Starfinder, globalement, vous devez aimer la SF. Regardez-en et lisez-en. Oui. Et je pense notamment beaucoup à Star Trek. Évidemment, on parle d'exploration, de planètes inconnues, etc. Comment ne pas penser à Star Trek, qui est, mine de rien, 40 ans d'idées un peu originales sur des planètes différentes, sur des espèces différentes qui fonctionnent différemment, etc. Et mettez-vous dans la tête que vous essayez d'écrire un épisode de Star Trek. Et donc réfléchissez à un biome qui est à la fois un peu original et intéressant, et qui en même temps, notamment si vous faites une campagne un peu longue et que vous connaissez votre équipe, qui vient répondre à des enjeux pour les personnages de vos équipes. Vous avez un personnage qui est un peu trop colérique. Essayez de trouver un système qui va l'amener à revoir sa façon de fonctionner, parce que ça va le desservir peut-être dans ce moment-là. Et du coup, vous allez amener ce qu'on fait quand on fait de la narration et de l'histoire, c'est de l'évolution de personnages. Et donc, non seulement ça va créer de l'enjeu pour l'un ou plusieurs de vos personnages, mais en plus, ça va vous permettre non seulement de créer un système intéressant parce qu'il va être un peu original, et surtout, il va être lié à vos personnages, et ça va aider peut-être à les mettre dans l'intrigue. Et ça, c'est pas un boulot évident à faire, mais ça peut donner des situations très très cool, quoi. Rappelez-vous que les spores de champignons qui avaient tendance à inhiber les motifs violents chez les gens sur la planète Gadéon 4, Gadéox, j'ai déjà oublié son nom, tiens, c'est marrant. Daegox 4, pardon. Daegox, ouais. Donc sur la planète Daegox 4, ils sont loose dans la galaxie, hein, ils sont partis un peu partout. Donc si vous avez un personnage qui parfois a tendance à avoir du mal avec ses accès de colère, eh bien, il peut rencontrer ces spores, et du coup, vous obligez. Enfin,
Ça dépend des MJ, hein. Il y en a qui aiment pas trop, mais ça veut dire que il est, le joueur ou la joueuse est obligé de le jouer en prenant conscience de ça. Ça limite Mm. son agentivité, c'est clair dans l'interprétation de son personnage. Mais c'est des effets narratifs qui peuvent fonctionner. Tu mentionnais le fait de regarder et de lire de la science-fiction, évidemment. Les autres sortes de références, c'est tout ce qui est matériel scientifique, évidemment. Tout ce qui est... si vous avez un intérêt pour les sciences, n'hésitez pas. Moi, vous aurez remarqué que j'ai un intérêt assez prononcé pour les questions d'histoire sociale et de sciences sociales. Il est clair que en général, je me sers d'anthropologie ou de choses que j'ai lues en histoire ou ailleurs pour alimenter mes scénarios, quoi. Je passe pas que par de Ouais. l'aléatoire. On arrive tous en Oui. tant que MJ, puisqu'on élabore une histoire collective avec nos joueurs et nos joueuses, mais en tant que MJ, on arrive tous avec un background, avec une culture, avec ce qu'on a envie de jouer, avec ce que nos joueurs et joueuses ont envie de jouer. C'est cette interaction-là qui crée l'unicité, qui fait de votre table quelque chose d'unique. Ouais. Et quand on vous parle de sciences, on parle bien évidemment des sciences physiques, etc. Mais pensez aussi à la science côté biologique. Je parlais de Monster Hunter, par exemple, c'est une licence qui a met un certain accent sur le fait d'avoir des monstres qui ont des capacités particulières dues à leur environnement, dues à des insectes qui ont tendance à tournoyer autour, des choses comme ça, et ça va les aider à faire des choses. Euh, Bref, pensez aussi à votre environnement, à vos créatures, et je vous conseille énormément la série Scavenger's Reign, si vous ne l'avez pas vue. Qui est une super série de SF sur des rescapés d'un voyage stellaire qui s'est mal passé, donc ils se retrouvent tous éparpillés et rescapés sur une planète inconnue. Et ce qui est hyper bien, c'est que en soi la planète en termes de biome et d'environnement a quelques originalités, mais ça va, c'est surtout au niveau des créatures. En fait, vous allez retrouver un écosystème complet très 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 différent et qui va du coup, pour eux, va être très dur à confronter parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc en fait, ils vont se heurter à la découverte de ça et ils vont tous réagir différemment face à ça. Et surtout, vous allez vous rendre compte que tout cet écosystème, en fait, a une logique. On retrouve ce qu'on trouve, nous, dans nos écosystèmes, où il y a des formes de cycles qui viennent se répondre entre eux et des créatures qui se nourrissent entre eux, mais qui permettent de faire ça, qui permettent de nourrir la flore à côté et machin et trucs. Essayez peut-être de creuser aussi vers là si vous avez une planète un peu moins intéressante, mais peut-être créer lui un biome au niveau des créatures et des environnements très différents. Et voilà, c'est long, c'est du boulot, mais ça peut aussi vous donner pas mal d'idées. C'est intéressant le fait que tu parles d'écosystème et donc de système avec les choses qui se répondent, parce que en fait, ça peut paraître, on se dit waouh, une planète. Et si vous avez regardé ce que fait Paizo et ce que font la plupart des jeux de conquête spatiale, en réalité, la planète, elle est souvent résumée à un type de biome ou à un grand type, comme si toutes les populations de toutes les planètes étaient capables de s'unifier. C'est souvent très limité, donc il faut déjà réduire un peu l'échelle. C'est pas grave s'il y a une planète qui est pas aussi diverse que notre planète Terre. Et de l'autre façon de l'aborder, peut-être, c'est que si vous avez plus l'habitude de penser, de construire un donjon en imaginant pourquoi est-ce qu'il y a telle créature qui vit dans ce donjon et qu'est-ce qu'elle y trouve comme intérêt, etc. Et bien au lieu de penser des salles de donjon, pensez des biomes sur cette planète, tout simplement. Et ça vous permettra d'avoir le même fonctionnement systémique quand vous pensez votre donjon, sauf que là, c'est à une échelle planétaire, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et on revient sur Star Wars, c'est exactement ce que fait Star Wars. C'est-à-dire Star Wars, c'est une planète, un biome, et ça vous donne votre intérêt sur pourquoi on est sur cette planète, quoi. Ouais. Bon, voilà. Ça va pas plus loin que ça, et c'est pas très grave en soi. Mais voilà. Voilà. On vient de repasser du simple au plus complexe, et vous avez votre boucle sur votre axe où vous partez d'un truc très basique, et puis ensuite vous creusez, vous détaillez, et ouais, c'est les meilleurs conseils qu'on peut vous donner pour essayer de créer des trucs qui vous plaisent, quoi. Bon, bah sur ce, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Ouais, écoute, merci Chacha. La prochaine fois qu'on se voit, on parle de quoi ?
Eh ben, si on parlait la prochaine fois de Starfinder 2, justement, parce que ça fait plusieurs épisodes qu'on commence à faire des petites ouvertures comme ça sur Starfinder 2, est-ce qu'il serait pas temps qu'on évoque ces sujets-là? Oui, je suis assez d'accord. Parfait. Eh ben, on fera ça alors. Donc, on va revenir très vite avec du Starfinder 2 à vous expliquer. Vous allez voir, on va refaire un peu les épisodes qu'on avait fait au début de Radio Absalom pour Starfinder 1, mais en présentant Starfinder 2 et en faisant les liens avec Starfinder 1, histoire que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu dans l'intérêt de ces épisodes. Et voilà, et donc on vous recommande quand même l'espace proche, même si vous jouez pas à Starfinder 1 et que vous jouez qu'à Starfinder 2, Et même pour si du vous lore. jouez à Chronique oubliée, Chronique oubliée galactique ou à d'autres, alors plutôt Chronique oubliée galactique plutôt que d'autres, mais des jeux qui sont science fantasy, vous avez matière vraiment à avoir des tas de choses. Hein. Vous n'êtes pas obligé de jouer à Starfinder. Ouais, et puis les bouquins aujourd'hui sont à bas prix hein, chez Paizo, chez Black Book, pardon. Et donc ouais, ça fait partie des bouquins que, comme les mondes du pacte, si vous vous intéressez un peu à de la SF, au lore et aux choses comme ça, ouais, c'est bien de les avoir et c'est toujours intéressant à parcourir. En même temps, je pensais à ça, si vous êtes au bout de, je crois qu'on est à plus Ces d'1h40 épisodes. de podcast et que vous ne jouez pas à Starfinder, je me demande ce que vous faites là en fait. Mais bon, pourquoi Vous êtes pas, hein. perdu. C'est gentil en tout cas. C'est sympa. Non mais voilà, on vous embête pas plus longtemps, on vous remercie fort, on vous fait des bisous cosmiques et on vous dit à très vite sur les ondes de Radio Absalom. À plus. Ciao.